Syndrome lymphoprolifératif chronique. Nous abordons aujourd'hui un chapitre essentiel en hématologie. Il s'agit d'un groupe hétérogène d'affections caractérisées par la prolifération excessive et prolongée de lymphocytes matures, qu'ils soient de lignée B, T ou NK. Ces maladies se distinguent par leur évolution lente et insidieuse, contrastant avec les formes aiguës. La compréhension de leur classification, de leur physiopathologie et de leurs manifestations cliniques est cruciale pour le diagnostic et la prise en charge. Préparez-vous à plonger au cœur de ces pathologies complexes. Bienvenue à l'introduction des syndromes lymphoprolifératifs chroniques. Ce sont des maladies caractérisées par la prolifération maligne d'un clone de lymphocytes matures, souvent au sein d'organes lymphoïdes comme la moelle ou les ganglions, avec un potentiel de dissémination. Retenez qu'ils forment un groupe très hétérogène d'hémopathies malignes. Cette hétérogénéité se manifeste par la diversité de l'origine cellulaire, un pronostic très variable, et des stratégies thérapeutiques spécifiques à chaque entité. C'est un domaine complexe et fascinant. Chers étudiants, cette diapositive essentielle illustre la génération des lymphocytes B et l'origine de leur pathologie. De la moelle osseuse, où se développent les lymphocytes B immatures, ils migrent vers les ganglions. Là, selon leur différenciation en B naïf, centre germinatif, zone du manteau ou marginal, différents types de lymphomes apparaissent. Enfin, la différenciation ultime en plasmocytes, toujours dans la moelle, peut conduire au myélome. Retenez bien cette cartographie pour comprendre l'étiologie. Ces syndromes, que nous allons explorer, ont été initialement classés uniquement sur leur aspect morphologique. Mais heureusement, avec l'avènement des techniques d'immunophénotypage, de la cytogénétique et surtout de la biologie moléculaire, nous avons pu affiner considérablement cette classification. La dernière mise à jour majeure, celle de l'OMS en 2016, reflète parfaitement cette avancée, nous permettant une compréhension beaucoup plus précise. Aujourd'hui, nous plongeons directement dans la classification OMS 2016 des hémopathies lymphoïdes. Cette diapositive structure notre approche en 5 grandes catégories essentielles. Nous distinguons d'abord les hémopathies des précurseurs B et T, puis les néoplasies matures des lymphocytes B, et celles des lymphocytes T et NK. N'oublions pas le lymphome de Hodgkin, avec ses formes nodulaires et classiques, ainsi que les proliférations lymphoïdes post-greffe. Une vision claire et synthétique pour aborder ces pathologies. L'intérêt de les rassembler est clair, nous partageons une stratégie diagnostique commune face à ces pathologies. Leur évolution chronique, marquée par des rechutes souvent itératives, est également un point central. Surtout, et c'est crucial, malgré une progression tumorale habituellement lente, ces hémopathies peuvent déclencher des complications sérieuses comme l'insuffisance médulaire, des infections, des manifestations auto-immunes ou le syndrome de Richter. C'est pourquoi cette vision d'ensemble est essentielle. Introduction. Le diagnostic des SLPC est d'abord orienté par les signes cliniques comme les adénopathies ou la splénomégalie. L'hémogramme montre une hyperleucocytose avec hyperlymphocytose, et le frottis peut révéler des cellules tumorales. La confirmation du diagnostic se fait par immunophénotypage et histopathologie avec immunohistochimie. Dans les cas plus complexes, la cytogénétique et la biologie moléculaire deviennent indispensables pour une caractérisation précise. Nous introduisons aujourd'hui la leucémie lymphoïde chronique, ou LLC. C'est la plus fréquente des hémopathies lymphoïdes matures avec dissémination sanguine. Comme le montre ce graphique de 2012 sur la répartition des hémopathies malignes en France, la LLC se positionne très clairement à la 3e place avec 13% des cas, un fait majeur à retenir pour sa prévalence. Leucémie lymphoïde chronique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'une hémopathie lymphoïde B très répandue. Nous allons structurer notre approche en explorant son épidémiologie, sa physiopathologie complexe et les critères de diagnostic positif et différentiel. Ensuite, nous analyserons les facteurs pronostiques cruciaux et les stratégies de traitement actuelles. L'objectif est clair, vous donner une vision complète et pratique de la prise en charge de cette maladie. La leucémie lymphoïde chronique est une hémopathie maligne caractérisée par la prolifération monoclonale de petits lymphocytes B matures, mais immunologiquement incompétents. Ces cellules infiltrent la moelle, le sang et les ganglions. Le diagnostic repose sur l'immunophénotypage. C'est une maladie incurable mais de progression lente, et dans la moitié des cas, la prise en charge initiale est une simple surveillance. En épidémiologie, la LLC est une pathologie rare mais significative. Elle représente 1% des cancers et 13% des hémopathies malignes, étant d'ailleurs la leucémie la plus fréquente de l'adulte en Occident. L'incidence annuelle est d'environ 5 cas pour 100 000 habitants et augmente clairement avec l'âge. L'âge médian au diagnostic est de 65 ans,
et un diagnostic avant 40 ans est rare. On observe aussi une légère prédominance masculine. Éthiopathogénie et physiopathologie de la LLC. Retenons d'abord que son origine précise nous échappe encore. Cependant, cette leucémie lymphoïde chronique se distingue par 3 particularités clés. Premièrement, un défaut majeur d'apoptose, lié à la surexpression de BCL2, conduit à l'accumulation de lymphocytes. Deuxièmement, une forte tendance aux phénomènes auto-immuns, affectant souvent les cellules sanguines. Enfin, un déficit immunitaire sévère, avec l'hypogammaglobulinémie en tête. 3 points essentiels pour comprendre cette pathologie. Diagnostic positif. Les circonstances de découverte sont triples. Le plus souvent, c'est une hyperleucocytose avec lymphocytose à l'hémogramme qui nous alerte. Parfois, on a un syndrome tumoral avec des adénopathies superficielles et une splénomégalie. Enfin, plus rarement, la maladie se révèle par une complication, comme des cytopénies ou des infections récidivantes. L'hémogramme reste la clé. Examen clinique révèle souvent un état général conservé, bien que des signes généraux comme fièvre ou sueur puissent parfois être présents. Retenez surtout les adénopathies, elles concernent 80% des patients, sont bilatérales, symétriques, indolores et non inflammatoires, touchant les territoires superficiels. Une splénomégalie est observée dans 50% des cas, généralement modérée. L'hépatomégalie, elle, est plutôt rare. Ces images illustrent parfaitement le diagnostic positif d'une polyadénopathie. Regardez bien ces adénopathies cervicales et axillaires, visibles et parfois impressionnantes. Le texte souligne des caractéristiques cliniques fondamentales, généralisées, bilatérales, symétriques, mais surtout non inflammatoires, mobiles et indolores. C'est capital. Ces signes sont très évocateurs de pathologies systémiques comme certains lymphomes ou des maladies chroniques, et appellent à une investigation étiologique rapide et ciblée. Alors, pour le diagnostic positif, c'est crucial de repérer une hyperlymphocytose persistante depuis plus de 3 mois, avec un taux de lymphocytes monoclonaux au-delà de 5000 par mm3. En dessous, on parle d'un état pré-LLC. On peut également retrouver une anémie ou une thrombopénie. Mais surtout, le frottis sanguin est éloquent, il révèle de petits lymphocytes caractéristiques et, très important, la présence des ombres de Gumbrecht, qui témoignent de cette fragilité cellulaire spécifique. Ce bilan sanguin révèle une leucocytose majeure à 56 000 globules blancs par microlitre, dominée par une lymphocytose absolue avec 88% de lymphocytes. La numération plaquettaire est légèrement abaissée. L'examen du frottis confirme la présence de nombreuses cellules lymphoïdes atypiques, expliquant cette hyperleucocytose. Ces éléments sont fortement suggestifs d'une hémopathie lymphoïde, très probablement une leucémie lymphoïde chronique, compte tenu de l'âge de la patiente et du profil mature des cellules observées au frottis. Diagnostic positif. L'immunophénotypage lymphocytaire est fondamental. Il met en évidence la coexpression du CD5, un marqueur aberrant, avec les 3 marqueurs B classiques, CD19, CD20 et CD23. La faible expression des chaînes légères kappa ou lambda est cruciale pour confirmer la restriction monotypique. Retenez l'absence des marqueurs CD10 et FMC7. Cette approche permet aussi de calculer le score de Matute, un élément clé pour le diagnostic. Alors, pour le diagnostic positif, l'immunophénotypage est clé. La diapositive illustre le score de Matute, un outil fondamental. Chaque marqueur, comme CD5 ou CD23, attribue un point selon son expression spécifique, qu'elle soit positive ou faible. Obtenir un score de 4 ou 5 points affirme catégoriquement le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Un score de 3 suggère une forme atypique. En revanche, si le score est inférieur à 3, on doit écarter le diagnostic de LLC. C'est simple, efficace, et essentiel en pratique clinique. Le myélogramme, la biopsie ostéomédulaire et ganglionnaire sont inutiles au diagnostic positif, ne les réalisez absolument pas. Privilégiez l'électrophorèse des protéines plasmatiques pour rechercher une hypogammaglobulinémie ou une immunoglobuline monoclonale, retrouvée dans 10% des cas. Pensez au test de Coombs direct pour une anémie hémolytique auto-immune, et dosez LDH et uricémie, marqueurs essentiels de la masse tumorale. Un bilan morphologique comme le scanner n'est pas systématique. Diagnostic différentiel. Face à une hyperlymphocytose, il est crucial d'évoquer les formes polyclonales réactionnelles. Celles-ci sont souvent dues à des infections virales, comme le montre notre image, caractéristique du syndrome mononucléosique. On observe alors des lymphocytes hyperbasophiles, ces cellules atypiques que vous voyez,
et la lymphocytose est généralement transitoire, durant moins de 3 mois. C'est une distinction essentielle à retenir. Diagnostic différentiel nous amène aux hémopathies lymphoïdes B. Retenez que ces pathologies sont plus rares, mais surtout, elles se distinguent par un aspect cytologique et immunophénotypique très caractéristique. Cela inclut des entités comme la leucémie prolymphocytaire B, la leucémie à tricoleucocytes, ainsi que divers lymphomes B leucémisés, folliculaires, à cellules du manteau, de la zone marginale, et lymphoplasmocytaires. Chacune a sa signature, essentielle pour un diagnostic juste. Diagnostic différentiel. Ici, on aborde les hémopathies lymphoïdes T. Retenez qu'elles sont très rares. Leur aspect cytologique et surtout immunologique permet de les distinguer rapidement de la LLC. Parmi elles, on peut citer des entités comme la leucémie prolymphocytaire T, la leucémie à grands lymphocytes granuleux, ou encore la TLL, souvent liée au virus HTLV1, et bien sûr le syndrome de Sézary. Des pathologies distinctes à bien identifier. La classification de Binet de 1981 classe les patients selon des critères hématologiques et le nombre d'aires lymphoïdes atteintes. Le stade A, avec moins de 3 aires et une bonne hématologie, offre 55% de survie à 10 ans. Le B, avec 3 aires ou plus, voit 30% de survie à 7 ans. Le C, marqué par une anémie ou thrombopénie, a le pronostic le plus sombre, 15% de survie à 2 ans. Retenez que 70 à 80% des diagnostics sont en stade A. Facteurs pronostiques. Mes amis, ne sous-estimez jamais ces marqueurs. Un temps de doublement de la lymphocytose inférieur à 6 mois, l'expression de la tyrosine kinase ZAP70 associée à un profil IGVH non muté, et surtout, la délétion 17P détectée par fiche, sont des signes de très mauvais pronostic. Ils indiquent une résistance significative à la chimiothérapie conventionnelle. La détection précoce est capitale pour adapter nos stratégies thérapeutiques. L'évolution de la LLC est très hétérogène, c'est crucial de le comprendre. Le tableau clinique et le pronostic varient énormément d'un patient à l'autre. La survie peut aller de moins d'1 an pour les formes les plus agressives à plus de 15 ans pour les indolentes. Mais attention, même les formes lentes peuvent se compliquer sévèrement, avec des risques de décès. C'est une maladie avec de multiples visages qui nécessite une prise en charge adaptée à chaque situation individuelle. Complications. Les infections représentent les complications les plus fréquentes et la première cause de mortalité. Elles sont directement liées au déficit immunitaire et à l'insuffisance médulaire. On observe majoritairement des infections bactériennes, mais aussi virales, sans oublier les germes opportunistes. Parallèlement, l'insuffisance médulaire, souvent due à l'infiltration ou à la chimiothérapie, peut entraîner des syndromes infectieux, anémiques ou hémorragiques, impactant gravement le pronostic. Les complications auto-immunes sont fréquentes, avec notamment l'anémie hémolytique auto-immune touchant 10% des patients et la thrombopénie immunologique. Un aspect majeur est le syndrome de Richter, survenant dans 5% des cas, qui correspond à une transformation redoutable en lymphome à grandes cellules. Enfin, une augmentation des cancers solides secondaires est observée. Fort heureusement, les syndromes myélodysplasiques et leucémies aiguës demeurent rares. Traitement. Et c'est crucial, car la leucémie lymphoïde chronique, la LLC, est une maladie incurable. Notre but de traitement doit donc s'adapter. Chez le sujet âgé, l'objectif est avant tout de contrôler la maladie pour améliorer sa qualité de vie. En revanche, pour le sujet jeune, l'ambition est d'obtenir une rémission prolongée et surtout, d'augmenter significativement sa survie. C'est une distinction fondamentale à retenir. Moyens de traitement. Nous avons d'abord le traitement symptomatique, essentiel pour gérer les cytopénies par corticoïdes ou facteurs de croissance, et contrôler les infections avec antibiotiques. Ensuite, le traitement spécifique, très diversifié. Il inclut des agents alkylants, des anticorps monoclonaux anti-CD20 comme le rituximab, des inhibiteurs ciblés de BCR ou BCL2, et l'allogreffe de cellules souches. Une stratégie thérapeutique complète et personnalisée pour nos patients. Traitement. Pour le stade A de Binet, l'approche est l'abstention thérapeutique avec une surveillance clinique et biologique attentive. Pour les stades B et C, la stratégie diverge nettement. Sans délétion 17P, les jeunes patients bénéficient du protocole RFC, tandis que les plus de 65 ans recevront des traitements comme le herbendamustine. En présence d'une délétion 17P, un facteur pronostic important, on s'oriente vers les inhibiteurs de BCR comme l'ibrutinib. Pour les jeunes réfractaires, l'allogreffe de cellules souches est une option thérapeutique. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a apporté un éclairage utile sur le sujet.
N'hésitez surtout pas à me poser vos questions, à partager vos réflexions ou à ouvrir le débat. Je suis là pour ça et je serai ravi d'échanger avec vous. Votre participation active est essentielle pour approfondir notre compréhension collective. Alors, qui veut lancer la discussion ?